Bienvenue tout le monde. Je pense que les participants se joignent à nous ou on les laisse entrer. Je vais commencer notre séance d'aujourd'hui. Vous êtes dans les obstacles à la sécurité alimentaire pour des populations spécifiques. Et comme nous le savons tous, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à l'insécurité alimentaire pour des populations précises. Certaines sont plus vulnérables que d'autres à l'insécurité de ce genre. Souvent, c'est l'insécurité de revenus qui cause beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, nous avons 3 panélistes qui se joignent à nous, qui vont nous expliquer certains des facteurs qui se chevauchent et se dédoublent et qui contribuent à l'insécurité alimentaire pour ces populations spécifiques. Donc, je vais vous présenter notre panel d'aujourd'hui. Nous avons 3 conférenciers qui se joignent à nous. Le premier, c'est Paul Taylor, qui est directeur exécutif de Food Share Toronto. Il est militant anti-pauvreté depuis toute sa vie. Il est champion du droit à l'alimentation. Merci. Nous avons Rachel Metatawabini, qui est de la Première Nation Fort Albany. Elle est militante en justice sociale. Elle est membre du comité de la Coalition des Autochtones d'Ottawa. Et Ben Earl, qui est PDG de Feed the Need à Durham. Il a des antécédents dans le développement communautaire. Il a travaillé dans la diversité et l'inclusion, l'établissement des immigrants, la sécurité du revenu, la croissance du marché du travail et le développement. Je vais vous expliquer l'ordre du jour d'aujourd'hui. D'abord, je vais permettre à nos conférenciers de se présenter eux-mêmes pendant quelques minutes. Vous avez 1 ou 2 minutes pour nous donner un résumé du sujet et de toutes les idées dont vous aimeriez discuter aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons environ 1 demi-heure pour passer aux questions. Il y en a 6 que nous avons rédigées pour nos panels d'aujourd'hui. Alors, vous aurez 1 ou 2 minutes chacun pour répondre à ces questions et je vous invite à y répondre. Après cette séance de 30 minutes, nous aurons 10 minutes à la fin pour les questions et réponses afin que tous les participants qui se joignent à nous peuvent le faire. Vous pouvez mettre toutes vos questions dans le clavardage. On a Gray aujourd'hui qui est le modérateur du clavardage. C'est un espace sécuritaire. Essayez de toujours respecter tout le monde dans vos questions. Il y aura bien sûr des désaccords, mais on veut que ce soit respectueux et sécuritaire pour tout le monde ici. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à donner la parole à nos panélistes, en commençant par Paul. Paul, si vous voulez bien nous parler aujourd'hui. C'est mon plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Mon nom est Paul Taylor. Je suis directeur exécutif de Food Share Toronto dans le moment. Et l'ancien directeur général aussi, je suis consultant avec une boîte de consultation et j'enseigne à l'université Simon Fraser. J'enseigne 2 cours. Alors, nous examinons l'insécurité alimentaire. C'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. J'ai de l'expérience personnelle avec ça puisque j'ai grandi dans une famille pauvre. Très souvent, ces conversations parlent de particuliers, de ménages, d'organisations communautaires, de banques alimentaires qui essaient de les aider. Mais je pense que ces conversations doivent commencer ailleurs. Il faut les commencer en réalisant qu'au Canada, nous avons tous le droit de manger. On a eu le droit de manger depuis 1976, quand on a passé une motion à ce sujet. Donc, il y a toutes sortes d'obligations et de devoirs attachés à cela, afin que tout le monde ait droit à l'alimentation. Il y a aussi des Autochtones qui ont un droit inhérent à l'alimentation qui doit être respecté. C'est vital et souvent on n'y pense pas. Alors, je voudrais commencer là. Merci beaucoup, Paul. Nous apprécions beaucoup que vous ayez partagé vos antécédents personnels et professionnels. Rachel, vous êtes la prochaine.
Bon, bonjour. Je suis très contente d'être là et de voir tout le monde cet automne. Mon nom est Rachel Motadawaman. Je vous parle du territoire non cédé des Algonquins, connu sous le nom d'Ottawa. J'ai quelques titres, mais je défends les droits des enfants, comme Benita l'a mentionné. J'ai travaillé au Conseil sur la réduction de la pauvreté, un programme de mentorat pour les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans dans le système pour les jeunes. On essaie d'éliminer les silos. Quand vous n'avez pas de famille et que vous atteignez l'âge de 18 ans, vous avez quand même le droit d'accéder à tous les services dont vous avez besoin. Pour notre sujet d'aujourd'hui, mon expérience, ma passion vient de mes antécédents autochtones. J'ai grandi dans le nord, près de la baie du Son, sur la côte. Donc, je vais probablement vous parler du Guide alimentaire du Canada, comment cela a touché ma famille plus précisément et les communautés du Nord. Le droit à l'alimentation, l'insécurité alimentaire signifie qu'il y a tellement d'organisations et de systèmes et de gens qui travaillent ensemble que ça fait partie de beaucoup de sujets. Je ne sais pas comment m'en tenir à 4. Alors, dans les questions, je vais probablement vous parler au hasard de diverses politiques, diverses expériences qui se chevauchent et vous donner diverses idées quant au droit à l'alimentation. Merci d'avoir partagé ça, Rochelle. Vous avez mentionné quelque chose de très important sur les options d'alimentation dans le Nord. C'est tellement vrai. Il y a l'accessibilité, le changement climatique et tout ça. Alors, j'apprécie beaucoup. Ensuite, c'est au tour de Ben. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de faire partie de ce panel avec Rachel et Paul. Moi, je vous appelle des territoires des Mississauga, qu'on connaît sous le nom d'Oshawa, Ontario. Je suis le PDG de Feed the Need à Durham depuis 7 ans. J'ai beaucoup de travail dans ma collectivité depuis que j'ai fini mes études universitaires dans le domaine du développement communautaire. Avant d'être à Feed the Need, j'ai toujours pensé revenir à la sécurité alimentaire, comment on peut bâtir les communautés de cette manière et éliminer les barrières entre les collectivités. Surtout quand je travaillais dans le domaine de l'immigration et de l'établissement des immigrants, c'était une bonne façon de réunir ces communautés. Je fais aussi du travail avec le Basic Income Canada Network et UBI Works. J'ai travaillé beaucoup avec ces deux organismes pour voir comment on pourrait mettre en œuvre le revenu de base garanti pour tout le monde dans ce pays. Je suis d'accord avec les commentaires de Paul. Je suis en faveur du droit à l'alimentation, mais une autre chose que j'explore, c'est comment on peut aller un peu plus loin avec cet argument et parler de l'alimentation comme étant une denrée commune plutôt que quelque chose qui fait partie d'un commerce. Ça revient à l'histoire de tous les peuples. L'alimentation, c'était un bien collectif. Ce n'est qu'au fil des ans que c'est devenu une denrée qu'on échange. Au cours de cette transition, on a créé l'insécurité alimentaire, surtout pour les plus marginalisés. Une chose que nous explorons beaucoup dans ma collectivité, c'est comment refaire cette conversation et penser à notre rôle comme organisme de sécurité alimentaire à Durham Region afin de mieux desservir la collectivité et mieux faire notre travail. Alors, j'ai bien hâte de soulever ces questions et de vous en parler.
Merci beaucoup, Ben. J'apprécie beaucoup ce partage. Nous allons passer au vif du sujet, aux questions que nous avons mises au point. Alors, commençons cette fois-ci par Rachel. La première question, quels sont les obstacles qui préviennent ou interviennent dans la sécurité alimentaire? Le revenu, l'emploi, l'équité, l'emplacement géographique, le racisme, n'importe quel autre sujet. Les obstacles. Comme je l'ai mentionné, je porte beaucoup de chapeaux. Je réfléchis à tous les obstacles auxquels font face les autres. Je suis mère monoparentale. J'ai une fille de 4 ans qui vient de commencer l'école cette année. Je suis une femme CRI qui a grandi partout en Ontario, dans divers foyers d'accueil. Et ma famille biologique vivait de façon très précaire, passait d'une maison à l'autre avec des amis, surtout à Ottawa. J'ai été très contente de rencontrer certaines familles qui m'ont accueillie. Je me pose la question comment ça va toucher les enfants quand les enfants passent d'un foyer à l'autre avec des besoins alimentaires différents, des expériences culturelles différentes. On a tous ces titres, on pense à tous ces obstacles qu'il faut surmonter quand il faut... Inaudible. Lorsque j'ai grandi, on n'avait pas beaucoup de choix de ce qu'on mangeait quand on était au nord. Il n'y a pas beaucoup de supermarchés. Les prix sont extrêmement élevés. Même essayer d'avoir des fruits et légumes frais, c'est très difficile. Les réserves partout au pays sont dans des endroits où c'est difficile de faire pousser quoi que ce soit. Donc, cela devient aussi un obstacle. Si vous n'avez pas accès à l'électricité ou même à l'eau potable, ce sont d'autres obstacles auxquels il faut constamment réfléchir. Et puis ensuite, si je songe à ma propre famille et aux membres de ma collectivité qui se sont retrouvés dans les écoles résidentielles et quand on songe au guide alimentaire et à son histoire, on a écrit un document de recherche où on décrit comment on a rédigé le guide alimentaire canadien. Et on a fait des expériences avec les enfants dans les écoles résidentielles, à savoir quel était le minimum d'alimentation qu'on pouvait donner à un enfant afin de pouvoir passer à travers une journée. Ces traumatismes intergénérationnels perdurent. Mes parents, grands-parents plutôt, ont vécu, ont été élevés dans une école résidentielle à Sainte-Anne et ça s'est répercuté sur l'alimentation qu'on a eue. On nous a donné beaucoup de sucre et d'amidon et on sait que c'est mauvais tant pour la santé physique que la santé mentale. Quand on va à l'école, quand on va au travail, comment peut-on se développer sans avoir été correctement alimenté? Des aliments qui ne vous rendent pas léthargique. Et on finit par en payer l'impact. Mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Rachel. Et c'est vraiment horrible qu'on faisait des expériences sur les enfants dans ces écoles résidentielles pour voir quel était le strict minimum qu'on pouvait leur donner. Quand on songe donc aux dimensions géographiques et à l'historique du guide alimentaire canadien, c'est utile pour nous de comprendre quels sont les aliments accessibles et non dans le Grand Nord. Je vais maintenant donner la parole à Paul et j'aimerais vous demander de vous en tenir à 1 minute. Bon, je vais tenter de faire mon mieux. Quand on pense aux obstacles
qu'il faut surmonter et qui engendre l'insécurité alimentaire. Il est important, et je vais revenir au droit à l'alimentation, je vais revenir au capitalisme. Il y a une tension qui existe. On a le droit à l'alimentation au pays, mais comme on l'a déjà dit, l'alimentation est une denrée. Donc, on n'a pas vraiment le droit à l'alimentation. C'est un droit seulement en mots. Et je crois que le racisme et que le racisme anti-noir, entre autres, doit être souligné. Les gens ne sont pas vulnérables. Si je suis noir, ça ne veut pas dire que je suis vulnérable à l'insécurité alimentaire. D'être autochtone, ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement victime de l'insécurité alimentaire. Ce dont nous sommes victimes, c'est du racisme. Donc, quand on songe à notre façon de réagir, on ne peut pas avancer des solutions qui ne tiennent pas compte de la réalité historique du colonialisme et du racisme anti-noir et du racisme en général tel qu'il s'est manifesté au pays. Merci, Paul. Merci de cette observation. Il est important de reconnaître cette approche que les Noirs, les Autochtones, que les racialisés ne sont pas automatiquement vulnérables, que c'est le système qui les rend vulnérables. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Ben. Pouvez-vous nous parler des obstacles à la sécurité alimentaire? Eh bien, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Paul quand il parle de la densification de l'alimentation. Notre région est une région largement agricole et à peine à quelques milles au sud d'Oshawa, il y a des collectivités racialisées qui n'ont pas accès à la sécurité alimentaire. Donc, c'est un bel exemple de la commodification de l'alimentation. Et très souvent, les aliments sont produits par les communautés racialisées. Et on nous demande souvent de venir en aide aux gens qui produisent l'alimentation. Des gens qui viennent au pays pour récolter les aliments sont eux-mêmes les victimes de l'insécurité alimentaire. Et donc, cela illustre bien comment notre système alimentaire fonctionne. La dernière observation que j'aimerais faire au sujet des obstacles, c'est que des individus comme moi-même, et je parle d'hommes blancs, straight, qui ont une éducation universitaire, doivent reconnaître ce que nous avons fait pour marginaliser ces collectivités suite au système dont nous profitons. Et il est donc important pour nous d'en discuter. C'est difficile, mais il faut le faire parce que nous avons marginalisé de nombreuses collectivités par le biais des systèmes que nous avons mis sur pied. Et je préfère le vocable marginaliser. C'est un verbe parce que c'est une action que nous avons imposée sur ces collectivités. Donc, j'aimerais recadrer la discussion et me servir de ce verbe marginaliser pour expliquer ce que nous avons fait pour créer activement ces obstacles. Merci beaucoup, Ben. Et en effet, c'est important de bien exprimer les choses de façon respectueuse. Et vous avez tout à fait raison, les travailleurs alimentaires sont souvent celles qui souffrent le plus de l'insécurité alimentaire. Je vais maintenant passer à la deuxième question. Et celle-là est en 3 parties, donc je vais vous la lire et vous pourrez répondre à quelques éléments que vous voulez. Donc, comment le droit à l'alimentation au Canada se rapporte-t-il aux obstacles à la sécurité alimentaire? Pourquoi certaines populations sont-elles touchées de façon disproportionnée par l'insécurité alimentaire? On en a déjà parlé. Et quels sont les fondements historiques de la probabilité accrue de certaines populations à souffrir d'insécurité alimentaire? On
On en a déjà parlé. On sait que l'histoire s'est répercutée sur certaines populations. Nous allons commencer par Ben. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, ma perspective face au droit à l'alimentation provient de cette notion que l'alimentation est une ressource, un bien commun. Le colonialisme a enlevé ce droit à de nombreuses collectivités, entre autres les Autochtones, et nous en avons marginalisé bien d'autres. En commodifiant les denrées alimentaires, on leur a retiré le droit à l'alimentation. Bien que je suis d'accord que l'insécurité alimentaire, ce n'est pas un problème alimentaire, mais un problème financier, mais en tant que défenseur, j'ai l'impression que même l'insécurité financière n'explique pas tout, parce que ça nous permet de créer un meilleur accès dans un système qui marginalise les gens, qui les élimine. Et ça peut donc améliorer l'accès aux aliments à court terme, mais pas à long terme. Il nous faut donc repenser tout le système alimentaire. Et ce n'est pas seulement un droit à l'alimentation, mais que c'est un bien commun que nous partageons collectivement afin de pouvoir survivre. Merci, en effet. Il est important, évidemment, de s'alimenter pour survivre. Donc, ce n'est strictement pas une simple denrée. Passons maintenant à Rachel. Désolé. Quand je songe aux obstacles, je pense aux politiques et je reprends ce que Ben et Paul ont déjà dit. Plus précisément, je pense aux Mi'kmaq de la côte Est, ces pêcheurs de homards, et comment le transport a fait l'objet de racisme. Je me demande donc comment certaines collectivités, en fait, le regard de certaines collectivités sur les Autochtones et sur leurs droits aux terres et à l'alimentation, l'impact que ça a sur leur famille. Ça a mis un certain temps, de nombreuses luttes pour ces collectivités à pouvoir obtenir le droit de chasser et de pêcher. Et je songe à l'impact que ça aura sur de nombreuses autres collectivités. Je pense entre autres à la Colombie-Britannique, à l'accès à l'eau dans le Grand Nord. Et une fois qu'on aura obtenu ces droits, comment le racisme, comment les politiques vont-elles continuer de se répercuter sur ces collectivités et leurs droits à l'alimentation? Le fédéral est censé garantir certains droits. Merci, Rachel, d'avoir parlé de ces droits. On devrait avoir le droit non seulement à l'accès à l'alimentation en supermarché, mais aussi dans la nature, selon les manières traditionnelles des peuples autochtones. Paul, à vous la parole. Eh bien, je songe à la partie de la question où on dit que certaines collectivités sont plus durement touchées par l'insécurité alimentaire. Évidemment, le colonialisme, le capitalisme et le racisme se répercutent sur cette insécurité, mais on voit un bon nombre d'organisations pointer du doigt ces facteurs, mais ils ne prennent
pas toujours toutes les responsabilités parce qu'il y a des ressources pour s'attaquer à l'insécurité alimentaire. Donc, à qui revient la responsabilité de trouver des solutions? Et quand je parle de trouver des solutions, je pose la question, quels sont ceux qui ont les ressources pour trouver ces solutions? Je pense aux décideurs, qui sont souvent des hommes blancs, straight, qui sont responsables des organisations qui mènent ces organisations devant trouver des solutions et qui répondent évidemment souvent aux besoins des collectivités blanches. Donc, il faut en tenir compte. On ne fait que reproduire des systèmes qui excluent les gens qui sont le plus affectés par l'insécurité alimentaire. Donc, je crois qu'il est important qu'on examine nos propres organisations, leur composition. Il faut reconnaître que ce sont souvent les Noirs et les racialisés qui se retrouvent en bas de l'organigramme et que ce sont des hommes blancs tout à fait en haut. Et sans qu'on puisse faire évoluer ces structures, on continuera d'avoir des problèmes. Merci, Paul. Merci d'en avoir parlé et d'avoir parlé non seulement des obstacles auxquels font face ceux qui n'ont pas accès à l'alimentation, mais qu'il y a aussi des obstacles structurels au sein de nos propres organisations pour permettre aux collectivités affectées d'avoir voix au chapitre. Cela me mène à la prochaine question que je trouve fort intéressante. Comment les inégalités de pouvoir individuelles, sociales ou corporatives créent-elles des obstacles à la sécurité alimentaire et que peut-on faire pour minimiser ce déséquilibre de pouvoir? Paul, puisque vous avez déjà parlé, vous avez parlé d'individus, de pouvoir individuel, social et corporatif. Bon, d'accord. Eh bien, très souvent, les individus ne comprennent pas l'insécurité alimentaire. On pense que ça a trait à l'alimentation et on réagit à l'impératif de nourrir nos voisins qui ont faim en fouillant dans nos armoires pour trouver ce qu'on peut leur remettre. Mais la société dans son ensemble a créé ces organismes caritatifs comme réaction ou solution par défaut. Donc, c'est l'organisation sociétale qu'il faut faire évoluer. Et les corporations, en fait, on retrouve de plus en plus de gens qui ont du mal à s'alimenter, qui travaillent pour les grandes entreprises. Donc, nos gouvernements et ces entreprises ne répondent pas à leurs besoins. Je travaille dans une organisation qui emploie quelques personnes et plusieurs de mes collègues gagnent environ 24 $ de l'heure alors qu'il nous faut 22 pour gagner correctement sa vie. Le salaire minimum de 15 $ ne permet pas aux gens de vivre correctement. Le gouvernement, en instituant ce salaire minimum, non seulement est un obstacle à notre droit à l'alimentation, mais contribue à la faim dans nos collectivités. Merci beaucoup, Paul, d'avoir partagé ces observations. En effet, les décideurs sont souvent à la source des difficultés que nous connaissons dans nos collectivités. Et malheureusement, le pouvoir n'est pas entre les gens des populations affectées qui pourraient prendre de meilleures décisions s'ils étaient habilités à le faire. Ben? Eh bien, je vais réagir en parlant des entreprises dans notre secteur. Et pour revenir à ce que Paul a dit,
Il a parlé du leadership de ces organisations et j'en suis un représentant. Ce qu'il nous faut faire, c'est qu'il faut céder ce leadership de façon durable. Ça ne veut pas dire qu'on quitte nos postes du jour au lendemain, mais il faut développer la durabilité et permettre aux gens qui ne proviennent pas, qui n'ont pas nos antécédents, de pouvoir se développer dans nos organisations. Je le reconnais dans ma propre organisation. Nous cherchons des façons de planifier la relève pour s'assurer que notre personnel et que nos bénévoles représentent nos collectivités afin que le leadership ne soit pas toujours le même. Mais évidemment, c'est une conversation difficile pour moi-même et mes collègues. Il nous faut toutefois reconnaître que de céder nos occasions, notre pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on perd quoi que ce soit, c'est le contraire. On gagne une meilleure collectivité pour tout le monde, pour nos enfants. J'ai des enfants et je veux qu'ils grandissent dans un monde qui soit plus diversifié, dont le leadership sera plus diversifié et qu'ils puissent se tirer des leçons que je n'ai pas pu tirer de personnes que je n'ai pas connues. Donc, voyons comment des individus comme moi puissions céder nos rôles. On peut évidemment toujours pointer le doigt à l'extérieur de nos organisations, mais il faut faire un examen de confiance. C'est une conversation difficile, mais ça va. Quelqu'un comme moi, n'a jamais eu à se sentir mal à l'aise et il est important qu'on le devienne et qu'on l'exige. C'est un point de départ important. Merci. Merci, Ben. Merci d'avoir reconnu cela et d'avoir parlé de la structure du système. Parce que très souvent, dans le leadership, il n'y a pas beaucoup de diversité. Il est difficile pour les gens de mettre le pied dans la porte. Nos organisations ne sont pas toujours conviviales envers les collectivités que nous représentons. Il faut leur donner l'occasion de le faire. Merci, Ben. Et Rachel, c'est à vous de prendre la parole. Merci. Excellent point. Pour rajouter à ce que Bill et Ben ont dit, je pense que les structures de financement doivent être augmentées pour les banques d'alimentation. Il faudrait que les gens aient la possibilité de choisir ce qu'ils veulent manger. Certains ont des restrictions alimentaires. On essaie de voir qu'est-ce qui nous convient physiquement, émotionnellement, au plan de l'environnement. Essayer de se fier moins aux organismes sans but lucratif. On veut un revenu qui permet aux gens de s'épanouir, pas juste de survivre. Il y a beaucoup de gens qui font un excellent travail, mais ce n'est pas à eux toujours de donner de l'alimentation aux gens en général. Ce n'est pas leur responsabilité parce que, comme on l'a mentionné, on a créé une société qui fonctionne avec le financement des structures en silo où on peut blâmer quelqu'un quand, pour être réaliste, il faut être redevable. Il faut que certaines sociétés commerciales le soient. Il y a le transport, les coûts de transport, d'expédition dans les supermarchés, le taux d'inflation. Ce sont là toutes des choses où les grandes sociétés pourraient investir davantage. Et je pense que c'est là où nous en sommes actuellement. Merci beaucoup, Rachel. Je pense qu'il est question d'inéquité de pouvoir parce que très souvent, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Les décisions du gouvernement, c'est toujours ces banques d'alimentation, ces organismes sans but lucratif. Mais avoir un équilibre dans le système, c'est important et c'est plus durable aussi. Merci de l'avoir mentionné. Alors, pour notre prochaine question, je pense que je vais commencer avec Ben, parce qu'il a parlé de ce que peuvent faire les dirigeants
et de la responsabilité des organismes comme le vôtre, quelles étapes concrètes et réalistes les leaders individuels et les organismes peuvent-ils prendre pour s'attaquer à ces obstacles et créer un environnement plus équitable? Alors, c'est vraiment une question qui porte sur les solutions. Mais tout d'abord, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais il faut regarder vers soi et essayer de voir ce qu'on peut faire pour s'assurer que les collectivités que nous desservons et qui sont vraiment marginalisées soient représentées de toutes sortes de façons, que ce soit nos bénévoles jusqu'à nos dirigeants. Il faut donc regarder à l'interne, prendre des décisions, voir comment on va bâtir un organisme qui permet la croissance de la diversité, de l'inclusion et l'engagement réel de ceux que nous desservons. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, il faut s'assurer que nous travaillons vraiment avec les collectivités d'une façon qui est censée pour eux et qui est menée par eux. Un organisme charitable comme la mienne ne peut pas imposer des solutions. Il faut être ouvert aux solutions de la communauté et utiliser notre structure, nos ressources et franchement notre pouvoir pour appuyer ces communautés plutôt que d'essayer de les diriger nous-mêmes. Nous essayons dans mon organisme de se constituer en ressources disponibles à la communauté, qui peut être changeable, qui crée des solutions avec la communauté, plutôt que d'arriver là et dire, bon, voici comment vous allez créer l'équité. Il faut être des dirigeants qui sont ouverts à ce que nos communautés nous disent. Dans mon rôle, à Feed the Need, je suis le gardien de la ressource qu'a bâtie ma communauté. Moi, je veux l'avoir guidée de façon à ce que ça devienne une meilleure ressource que ça ne l'était. Et ça veut dire être plus disponible aux communautés diverses qui sont celles qui ont du mal dans notre communauté. Merci beaucoup, Ben, et c'est important de se souvenir que ce n'est pas toujours ou seulement les organismes qui ont beaucoup plus de pouvoir selon le système qui peuvent mener au changement. Souvent, des particuliers, des communautés, des organismes à la base ont la connaissance nécessaire des besoins de la communauté. Et il faut que la prise de décision leur soit accordée. Je passe à Paul et on a une autre question après celle-ci. Il reste 5 ou 10 minutes. Alors, il faut toujours se préoccuper du temps. Bon, une chose qu'on peut faire, je dirais 2 choses qu'on peut faire comme leader. Il faut commencer à l'interne dans nos organismes parce qu'il y a une certaine urgence à ce niveau. J'ai parlé de l'injustice raciale qui existe dans ce système alimentaire. L'injustice raciale existe au sein de nos organismes mêmes. La justice économique est également la justice raciale. La première chose qu'on peut faire comme leader, c'est en faire une priorité, si ce n'est déjà fait, à payer un salaire équitable pour tout le monde. Une autre chose qu'on mentionne trop peu, ce sont les avantages sociaux. Les gens doivent attendre 3 mois avant d'avoir des avantages sociaux quand ils commencent à travailler. On reconnaît que si vous êtes noir ou brun, vous avez des problèmes de santé à cause des inéquités sociales. Voici un obstacle qui ne tient pas compte de ces inéquités. Nous commençons nos avantages sociaux dès le premier jour d'emploi et je pense que davantage d'employeurs devraient le faire. Attendre 3 mois pour pouvoir avoir, par exemple, des médicaments, c'est ridicule. Les avantages sociaux et un bon salaire devraient commencer dès le premier jour. Cette période de 3 mois est quelque chose que je viens de découvrir aussi. J'étais très frustrée. Rachel, vous êtes la prochaine. Merci. Quand je pense à ce que peuvent faire les organismes, je pense que la plupart le font déjà. Un peu plus d'encouragement, éliminer les silos, collaborer avec d'autres organismes. Je pense au travail qui se fait à Ottawa plus précisément. Il y a des groupes qui sont en partenariat avec les travailleurs dans la santé mentale, dans les centres de santé pour avoir des bonnes ordonnances. Vous pouvez aller à une banque alimentaire
Il y a des communautés racialisées qui ont moins que d'autres. Et je pense que quelqu'un dans le clamardage a parlé de livraison. Ça, c'est une autre chose que les organismes ont essayé de regarder et ont entrepris des partenariats avec des organismes qui ont de l'accès à des véhicules pour ceux qui ont des problèmes de mobilité et des choses encore plus simples pour n'importe quelle personne. Je sais que le travail est difficile et fatigant. Je sais que le financement, c'est un fardeau pour beaucoup. Mais la gentillesse, la bonté vont tellement loin. C'est une étape quand on essaie d'aider quelqu'un qui essaie de trouver des ressources parce que ça prend beaucoup. Il y a votre ego qui entre en jeu et on vous met dans une situation avec moins de dignité. Vous demandez la charité pour pouvoir manger, pour pouvoir élever vos enfants, pour vous occuper de vos parents, etc. Parlez à ces gens gentiment. Avez-vous besoin d'un café, de l'eau? Aimeriez-vous manger quelque chose? Qu'est-ce que je peux vous donner pour apporter à la maison? Ces choses-là changent votre humeur et celle de l'autre personne aussi. Moi, j'ai toujours grandi en pensant que sourire, c'est très important, ça va loin. Mon grand-père aussi le disait. Ce n'est peut-être pas la bonne société à citer, mais quand McDonald's disait le sourire est garanti et gratuit, est-ce que j'obtiens mon sourire gratuit? Alors, moi, je pense toujours à ça quand je parle aux gens. Merci beaucoup, Rachel. C'est vraiment important, l'aspect dignité dans nos approches communautaires. Respecter, être amicaux, engager les gens, les traiter comme on aimerait être traités. Je vais commencer par vous pour notre prochaine question parce que je pense que vous examinez beaucoup comment les gens peuvent être traités comme clients, mais comment se produit leur engagement dans le système, comment c'est important d'inclure les gens qui éprouvent des obstacles à la sécurité alimentaire, donner une place à la table aux gens qui ont ces problèmes, qui sont aux prises avec ces obstacles. J'apprécie toujours énormément les organismes et les gens qui essaient de donner un espace sécuritaire aux gens aux prises avec ces problèmes parce que, comme on l'a mentionné, nous avons bâti beaucoup de structures, des politiques pour les gens qui ont moins qu'eux. Alors, quand on donne ces espaces, quand on leur accorde cette place, c'est pour s'assurer que nous changeons le monde dans des domaines qu'on ne voit pas souvent. On entend des perspectives différentes. Et souvent, les organismes ne les entendent pas parce que c'est un mode de vie complètement différent des bailleurs de fonds ou des employés. Quand on ouvre ces espaces, on entend des choses qui nous rendent vraiment mal à l'aise, des histoires qui, parfois, ne semblent pas réalistes. C'est quelque chose... Bon, vous pouvez penser que ça ne se produit pas au Canada, mais ça se produit beaucoup et il faut en parler, il faut l'écouter. Parce que sans ça, comment allons-nous changer quoi que ce soit? Quand on dit qu'on veut atteindre certains objectifs, il faut s'assurer que les gens qui ont moins puissent entendre leur propre voix et voir que des changements se produisent. Exactement. Merci, Rachel. Ces gens ont des connaissances qu'ils peuvent nous apporter. Parfois, ça nous rend mal à l'aise, mais c'est très important de les entendre parce que c'est ce qui est évacué de la conversation actuellement. Paul, c'est à votre tour. Oui. Pourquoi c'est important pour nous d'avoir ces gens-là à la table? Je vais en parler parce que je pense qu'on l'a mentionné, ça semble évident, mais je vais vous donner un exemple. Le Guide alimentaire canadien, c'est un bon exemple. Il y a beaucoup de déficiences. Deux exemples de ce qui se passe
quand les gens qui sont touchés par le problème ne sont pas à la table. Le guide alimentaire encourage les gens à boire de l'eau plutôt que des boissons gazeuses sucrées. C'est très bien, mais il y a des collectivités, comme on le sait tous, qui n'ont pas l'accès à de l'eau propre. Ils doivent bouillir leur eau. Il y a aussi le fait qu'on dit par le guide alimentaire canadien le plus récent qu'ils doivent manger des fruits et des légumes, mais le coût des fruits et légumes augmente et on ne parle pas de la façon d'appuyer les gens avec les plus faibles revenus et de les protéger contre cette inflation. Alors, il y a une déconnexion. Les gens applaudissent les choses, c'est merveilleux, ce guide alimentaire, ils sont applaudis, mangez des fruits et des légumes, buvez plus d'eau, mais ils ne se rendent pas compte de l'expérience vécue par beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup d'avoir soulevé cette question, Paul. Ben, je passe à vous et ensuite on va passer aux questions et réponses. Oui, la seule chose que je rajouterais, c'est l'inconfort qu'a mentionné Rachel est nécessaire. On ne va grandir que si on se met au défi. C'est facile pour quelqu'un, pour moi, avec mes antécédents privilégiés, de dire qu'on devrait faire ceci ou cela, mais jusqu'à ce qu'on invite des gens dans nos organismes qui représentent le changement qu'on veut voir, les besoins qu'on veut combler, ce n'est que des belles paroles. Alors, afin d'amener des gens qui ont cette expérience vécue dans l'organisme, ce ne sera pas possible d'effectuer un changement. Je peux en parler, moi, pendant 10 ans. Et il faut créer les conditions d'inconfort et se mettre au défi soi-même avec ses perspectives pour bien comprendre la réalité des gens qu'on dit vouloir aider. On dit qu'on veut les aider, mais il faut le reconnaître, surtout dans les organismes qui sont peut-être établis par les Blancs, les colonisateurs, si vous voulez. On veut aider les gens de communautés diversifiées, marginalisées, mais à moins d'inviter leur voix dans nos organismes, on ne le fait probablement pas, il faut le reconnaître. Merci, Ben, d'avoir reconnu cela et d'avoir fait le lien entre qui on écoute et ce qu'on fait pour passer à l'action. Je pense que c'est là une des raisons pour cette conférence sur la sécurité alimentaire. On veut souligner ce qui manque à la table, les barrières, mais il faut espérer que les gens dans les organismes effectuent ces changements. Merci tout le monde. Paul, Rachel, Ben. Nous allons passer aux questions et réponses. Certaines questions ont été posées dans le clavardage. Vous pouvez continuer à les poser maintenant. On a Gray qui est modérateur de ce clavardage. Alors, Gray, je vous invite à lire une des premières questions au clavardage que vous aimeriez partager avec nos panélistes et je vous demanderai de répondre. Merci beaucoup. Pour nos panélistes, la première question. Quelles sont les solutions de la base qu'on pourrait tous utiliser pour réduire les barrières à l'alimentation? Et quelqu'un d'autre a dit, si vous mentionnez un organisme de la base, est-ce que vous pourriez mettre le lien dans le clavardage pour qu'on puisse aller voir ça? D'accord? On cherche des organismes de la base ou des organismes nationaux qui pourraient aider à faire trouver des solutions. Rachel, vous aimeriez commencer? Oui, c'est une excellente question. Beaucoup de mon expérience est à Ottawa. Alors, quels organismes de la base? Plus particulièrement, je pense au Parkdale Food Center et le Ottawa Community Foundation. Je ne me souviens plus du nom exact actuellement. Mais ils ont un partenariat avec d'autres organismes
Benita le sait peut-être, elle peut peut-être me rafraîchir la mémoire. Il recueille des denrées périssables partout à Ottawa. Et avec ces produits, il les distribue dans les banques alimentaires de différents organismes, des abris, des refuges, des centres communautaires pour distribuer à la communauté. Le Ottawa Food Partnership, voilà comment ça s'appelle. Alors, que peuvent faire ces organismes ou que font-ils? Il y en a un qui s'appelle Growing the Future, qui a des tours hydroponiques qui sont en partenariat avec des écoles, des centres communautaires, où ils enseignent aux élèves comment faire pousser ces produits, ces fruits et légumes, et ils vendent ensuite ces produits dans leur communauté. J'ai toujours pensé que c'était une très bonne idée. Ensuite, vous avez 13 Social Enterprise qui incorporent les enseignements culturels. Et ils ont créé des épices qu'ils vendent dans la communauté. Et il y a des grands organismes qui achètent leur surplus. Alors, ils peuvent partager ces profits dans la communauté avec les familles. Merci, Rachel. Ce sont de bonnes ressources. Ça semble être sauvetage alimentaire aussi. Des aliments qui auraient été jetés peuvent être trouvés pour distribution. Je sais que nous avons d'autres gens qui viennent d'autres villes qu'Ottawa, d'autres régions, et d'autres territoires non cédés. Alors, sentez-vous libre de nous parler de votre région, même si ce n'est pas Ottawa. Ben, moi, je vais recommander l'organisme de Paul, Food Share Toronto. J'aime bien regarder ce qu'ils font. Ils font un excellent travail. On peut beaucoup apprendre de ce que fait Paul. Je le crois sincèrement. Je n'essaie pas de le flatter. On a eu des engagements avec son personnel sur différents projets. On apprend toujours beaucoup de choses. Toronto, ce serait un bon exemple. Dans notre propre collectivité, nous avons un organisme qui s'appelle We Grow Food. Ce n'est pas utile pour tout le monde peut-être, mais ils bâtissent des jardins communautaires dans des endroits marginalisés. Et c'est une bonne façon de se pencher sur le problème parce que souvent, ça réunit des voisins qui autrement ne se parleraient peut-être pas, peut-être à cause de différences culturelles, d'expériences culturelles, de questions d'âge. Mais si vous mettez un jardin dans la collectivité, les gens commencent à se parler. Alors, trouver ces organismes de jardinage communautaire, ce sont d'excellentes façons. Vous pouvez commencer un petit microcosme, c'est une très bonne façon de commencer la conversation. Merci, Bonne. C'est une bonne option durable. Ça donne lieu beaucoup à des conversations communautaires et on a besoin de ça dans les métropoles. Paul, si vous voulez parler de Food Share Toronto, on l'a mentionné, même si ce n'est pas Ottawa, on veut regarder des modèles que nous pouvons adopter ici. J'apprécie beaucoup et mes collègues et moi sommes très flattés. Je ne parlais pas de Food Share, mais il y a deux façons de regarder la question. Appuyer des organismes communautaires, ça c'est merveilleux, y compris Food Share et d'autres. Je n'empêcherai jamais les gens de le faire. Mais c'est très important de ne pas mélanger des jardins, des marchés et de ne pas confondre ça avec l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, c'est essentiellement une question de revenus. Si c'est la question qu'on veut régler, il y a peut-être d'autres choses à faire. Ça ne revient peut-être pas au cœur de la collectivité, mais je vais vous donner un exemple. Il y a une différence entre les niveaux d'insécurité au Québec et le reste du pays. À une époque, l'Ontario et le Québec étaient à peu près semblables, mais maintenant, il y a un écart. C'est dû au fait que le Québec indexe son aide sociale. En fait, tous les programmes de soutien sont indexés à l'inflation. Donc, les gens ne vivent pas les mêmes pressions qu'ailleurs au pays. Il y a donc des choses simples à faire. Si on veut s'attaquer à la sécurité alimentaire et qu'on veut viser les collectivités les plus touchées, il faut tenir compte de l'élément financier. Oui, vous avez tout à fait raison.
Quand on pense aux collectivités communautaires, on pense souvent à certains programmes communautaires, mais il faut tenir compte aussi des revenus. Oui, entre autres, tous ces cadres organisationnels, en mettant trop l'accent sur cela, on tombe dans le piège du capitalisme, du colonialisme. Nous, on n'essaie pas d'engendrer plus de profits et il faut donc mettre de l'avant des solutions qui sont à l'image de nos organisations afin que nos organisations puissent faire évoluer la situation. Merci beaucoup, Paul. On a commencé avec quelques minutes de retard, nous allons répondre à une toute dernière question. Je vous inviterai à y répondre très brièvement. Et les questions auxquelles on n'a pas répondu, eh bien, on pourra y revenir lors de nos séances. Et puis, on vous a aussi donné une adresse courriel où vous pouvez les transmettre. Oui, merci beaucoup. En plus de ces organisations, y a-t-il d'autres exemples pour réduire les obstacles à l'accès à l'alimentation dans nos collectivités? Merci. Paul, vous voulez commencer? Bon, je vais tout simplement sauter parce que j'en ai déjà parlé. D'accord, merci Ben. Je vais parler du revenu de base. Si on veut vraiment trouver de véritables solutions, un revenu de base, c'est la solution plus juste et équitable que tous les programmes existants. Merci. Bon, en effet, vous avez raison. La sécurité du revenu, un revenu de base, c'est quelque chose qui a déjà été avancé. Rachel? Je suppose qu'en plus des organisations dont on a parlé, on pourrait parler à vos députés, à vos conseillers municipaux pour les sensibiliser à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire. Est-ce que font les programmes existants pour soutenir les collectivités qui en ont le plus besoin? Comment ces collectivités contribuent à la société, comme on l'a déjà dit. Donc, on veut s'assurer que ces secteurs sont bien financés. Oui, en effet, la défense des droits, c'est critique, surtout quand il y a des déséquilibres de pouvoir. Bon, je vous remercie tous et toutes. Merci pour les connaissances que vous avez partagées avec nous et merci à tous ceux et celles qui ont écouté et posé des questions. Ce que nous allons maintenant faire, c'est de passer dans des ateliers en petits groupes. Vous pourrez donc discuter ce que vous avez tiré de cette séance, ce que vous faites, ce que vous pouvez faire, dis-je, pour mettre en action ce dont nous avons parlé. Donc, nous allons poursuivre jusqu'à 12h15 et puis ensuite, nous allons revenir en plénière pour voir ce que vous avez discuté en petits groupes. Donc, je vais demander aux techniciens de lancer les salles. So I think I'm just going to change things up a little bit for now, just because we haven't gotten into the... Donc, on ne semble pas être passé en petits groupes. On pourrait peut-être poursuivre la conversation ici en petits groupes. Donc, si vous avez quelque chose à partager suite à l'atelier de tantôt, vous pouvez l'écrire dans la fenêtre de clavardage ou vous pourrez lever la main pour intervenir. Donc, je vous donne la chance de le faire maintenant. Et si vous cherchez la façon de lever votre main, vous trouverez cette option sous le bouton Réaction et puis ensuite Raise Hand ou Lever la main.
Quelqu'un a levé la main. Shannon, allez-y, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour une excellente séance. J'ai beaucoup appris. À Ottawa, les gens de Lived Experience nous ont dit qu'ils souffrent de fatigue. Ce sont souvent les gens qui font les sondages, organisent des groupes de discussion, et je me demandais si vous avez des stratégies pour pouvoir donc s'adresser à nos collectivités tout en allégeant le fardeau des bénévoles qui doivent sans cesse communiquer avec ces mêmes collectivités. Comment peut-on s'assurer de les entendre sans brûler nos bénévoles? Merci, Shannon. Donc, quelqu'un a-t-il des outils à proposer, outre les sondages, afin de permettre aux collectivités d'avoir voix au chapitre de façon plus efficace? Shannon, vous avez encore la main levée. Vous voulez intervenir? Non, je crois que Shannon a terminé. Donc, si vous avez des ressources à suggérer à Shannon, vous pourrez lever la main ou l'indiquer dans la fenêtre de clavardage. On cherche donc à tenir compte de ce que nous avons entendu de nos panélistes et comment vous allez mettre en place ce qui nous a été suggéré par eux. Rachel, vous avez levé la main. Allez-y. Oui, je n'étais pas certaine si je pouvais intervenir. Bon, ça c'est justement quelque chose que j'ai connu moi-même. Parfois, des gens frustrés vont nous dire il y a des recommandations, des rapports quant au vécu des collectivités que nous desservons et qu'il faut en prendre connaissance. Qui plus est, quand on partage son vécu, parfois, plusieurs d'entre nous pourrions dire qu'on a tendance à mettre ça de côté et on les oublie. Très souvent, c'est parce qu'on essaie d'éviter de revivre un traumatisme. Donc, il faut se donner des outils qui sont informés par le traumatisme. Il faut donc offrir des outils, un soutien aux collectivités après les rencontres, les sondages, les engagements avec la collectivité, parce que c'est souvent après coup que les gens revivent des traumatismes. Donc, on termine une rencontre et on va voir nos amis, mais les gens rentrent chez eux dans leur logis où ils sont seuls, où ils sont en fait trop de gens et ça ne leur permet pas de se sentir en sécurité. Donc, si on veut trouver de nouvelles ressources, il faut s'assurer de bien soutenir nos bénévoles. Très souvent, les gens vont vous dire, je ne suis pas qu'un chiffre, je ne suis pas une statistique, je suis une personne et j'ai à vivre ces traumatismes tous les jours. En effet, les gens ne sont pas des chiffres, des numéros. Merci, je vais partager quelque chose que je vois dans la fenêtre de clavardage. Les petits groupes n'ont pas pu faire leur travail, mais on a encore une minute ou deux pour discuter entre nous. Donc, je donne la parole à qui que ce soit qui veut lever la main, qui que ce soit qui veut partager quelque chose au sujet du sujet dont nous avons discuté tantôt.
N'hésitez surtout pas. Bon, je ne vois personne qui lève la main. Nous allons donc conclure dans une minute. Gray a suivi la fenêtre de clavardage. Donc, Gray, y a-t-il quelque chose que vous voulez nous lire à titre de sommaire ou de conclusion? Merci. J'ai vu de nombreux remerciements à nos panélistes, donc je les partage avec vous, mais nous n'avons pas reçu d'autres questions. Merci de votre participation. Donc oui, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Je remercie nos panélistes qui ont pris de leur temps pour venir discuter avec nous. Et à l'avenir, nous espérons pouvoir donner suite à leurs recommandations. Merci à Gray ainsi qu'aux techniciens qui ont rendu tout cela possible. Nous allons donc nous arrêter un moment. Nous allons reprendre à 13h15.